Croyons en ce que nous leur enseignons, faisons ce que nous aimons, aimons ce que nous faisons. Et nos étudiants nous suivront avec une grande joie. Pour finir, répondez à besoin de nos énergies régionales pour s'inscrire sur le multilinguisme et l'asienne. Donc, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, préparez-vous pour participer au projet linguistique et culturel de l'asienne. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Poiton. On va peut-être prendre une ou deux questions, pas plus, car le temps est précieux. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, de manière informelle, encore une fois, nous pourrons échanger pendant la pause du déjeuner. Il y a une question là-bas tout de même. Je m'intéresse beaucoup à l'idée de créer un manuel de français local. C'est une idée très intéressante, bien sûr. L'idée qui, à mon avis, a été déjà aussi réalisée par les collègues de l'ASEAN concernant l'idée ici. Par exemple, en Tunisie, il y a le manuel français local, donc était déjà fait par les écrivains, les professeurs de français en Tunisie. Les méthodes ou les manuels, bien sûr, elles sont considérées plus adaptives, et parce qu'il y a une couche régionale, une couche locale dans ce manuel de français. La question c'est que est-ce que vous faites Sombat en Thaïlande avec les collègues thaïlandais, comment utiliser ce manuel de français local en Thaïlande? Non. Et qu'est-ce que vous faites en Thaïlande avec les méthodes français qui sont les presque tous les mois, qui viennent de France? Est-ce que vous utilisez toutes les deux? Merci beaucoup. Merci. Merci Adam pour ta question. Le problème, c'est que la plupart de mes collègues, même j'aimerais bien dire même que tous mes collègues préfèrent utiliser une méthode déjà conçue de France. Parce que là, c'est le plus facile. Et après, dans l'enseignement, voilà, vous pourrez aller à la page, et après, le nez collé au manuel. Et c'est ça, moi je pense que c'est ça les obstacles pédagogiques. On n'a pas bien digéré. Le problème, c'est que on donne des corrigés. On donne des corrigés, et quand un étudiant ne répond pas correctement, ah, c'est faux, parce que c'est contre les corrigés. Mais en fait, dans la réalité du terrain, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Alors là, c'est franchement parlant, dans l'enseignement, surtout en Thaïlande, c'est parce que les enseignants sont, je sais pas, ici, chez nous, c'est plus autoritaire. Alors, c'est l'étudiant en général note, et après, ne pose très rarement des questions. Donc, pour répondre à la question de Dan, c'est une méthode localement conçue par un collègue local thaïlandais. Ça n'existe pas vraiment. Il y en a, on prend un peu de ça, un peu de cette méthode-là, de ces manuels-là, mais ce n'est pas encore bien théorisé. Il n'y a pas encore d'expérimentation proprement dite. Merci. Ajouter
suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, sur le contenu local des méthodes d'enseignement du français dans tout le pays. Quoi. Parce que, en général, les apprenants, les élèves qui apprennent le français ici, savent très bien expliquer combien il y a de fromage en France, mais ne savent pas comment se fait le tempeh, par exemple, ou le tambour, comment on mange les Indonésiens de toutes les régions. Ne savent pas la traduction de Gucci en français, par exemple, mais ils savent très bien ce qui se trouve dans le musée du Louvre, par exemple. Mais je me demande si la préparation et la rédaction des manuels de français avec le contenu local sera aidée aussi par l'ambassade de France, parce que c'est contre l'intérêt des écouteurs français, n'est-ce pas? Mais je suis tout à fait d'accord que les professeurs préparent les manuels en fait sur la France, parce que même pour la promotion, c'est mieux quoi, parce que les élèves préfèrent voir la Tour Eiffel que le monument national de Jakarta, par exemple. À propos des concours que vous proposez, je vois bien, c'est extraordinaire, mais je me demande, est-ce qu'il existe toujours, la présentation de l'ambassade de France, s'il existe toujours le concours d'orthographe? Parce qu'il y a quelques années, en 1994, j'ai assisté au concours international d'orthographe qui réunissait tous les vainqueurs des concours d'orthographe organisés dans tous les pays du monde. Donc il y avait aussi un Indonésien, un jeune Indonésien, vainqueur de l'ASEAN ou de l'Asie, je ne sais pas. Bon, ensuite, le commentaire, c'est à propos de l'enseignement des langues régionales asiatiques. J'ai vu que vous avez beaucoup de rôles dans cette discussion de langue régionale. Peut-être les gouvernements doivent être rappelés que l'enseignement des langues nécessite au moins 2 ans. Dans mon université, on a enseigné le thaï. Mais seulement un semestre, 2 fois par semaine. C'est rien, on oublie facilement. Alors au moins, il faut envoyer un professeur dans les pays voisins, au moins pour 2 ans. Merci madame, on va tenter de répondre à vos questions. Monsieur. D'abord, pour l'enseignement des langues étrangères asiatiques, là, je vous raconte que ma vice-présidente chargée des affaires académiques, elle est venue à Georgia il y a 20 ans. Mais elle n'est jamais revenue sur Georgia. Alors quand je suis allé la voir récemment, elle m'a dit mais, si tu peux me chercher un professeur d'indonésien et on peut l'inviter à enseigner dans ma faculté pendant 1 an. Et là, moi je vous rappelle qu'avec la politique linguistique de l'ASEAN, on va favoriser les échanges. Alors là, si telle université thaïlandaise signe un accord une convention avec telle université indonésienne ou tel sujet, et là, dans les 2 gouvernements, ça va aller jusqu'à le bureau de l'ASEAN, le ministère régional de l'éducation, le ministère de l'ASEAN de l'éducation. Et n'oubliez pas que le secrétaire général, maintenant, c'est quelqu'un de chez vous. Voilà. Merci. Bien, je propose qu'on passe à la 3e intervention, qui est celle de M. Nicolas Moreau, que je présente en quelques mots. Nicolas Moreau a fait ses études à l'Université de Toulouse, il a étudié la didactique du français langue étrangère, et il travaille depuis plus de 10 ans déjà à l'étranger. Il a été en poste notamment en Finlande, en Allemagne, en Écosse, et pendant 6 ans au Mexique. Il est en Indonésie depuis 1 an. Il est actuellement directeur des cours au CCF de Jakarta et à partir du 1er janvier 2012, il sera le directeur des cours pour l'IFI, Institut français Indonésie, c'est-à-dire à l'échelle du pays.
Il va nous parler des différentes certifications de français langue étrangère et de ses objectifs. Merci. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous, c'est la matriarche. Je vais essayer d'être à la fois concret et bref, puisque nous avons encore deux interventions avant la pause déjeuner. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à cette journée, à cet échange d'expérience, de savoir-faire, de savoir. C'est une expérience très riche pour tous. Et donc merci, un grand merci à l'association, à l'appui pour cette invitation. Les certifications de français langue étrangère et de FOSS comme tremplin vers un monde académique et professionnel en mouvement. Pour commencer, quelques chiffres. Les certifications dans le monde entier se développent à vitesse grand V. Elles se développent en termes d'effectifs, de nombre de candidats dans le monde, mais aussi en termes de variantes et de nouveaux diplômes qui sont créés. J'en parlerai juste après. Dans le monde, nous avons 317 000 candidats au DELF, chiffre 2010, donc il passera largement, bien sûr, les 320, voire les 350 000 en 2011. 284 000 diplômes délivrés pour le DELF. 56 000 candidats au TCF. Vous connaissez probablement aussi le TCF, le test de connaissance du français, qui est contrairement au DELF un test et non pas un diplôme. C'est une photographie de niveau, valable 2 ans, qui peut être comparé au TOEFL. C'est un test qui est très intéressant pour nous, enseignants, pour vous, étudiants, dans une perspective de mobilité vers la France, entre autres. Je ne vais pas m'étendre sur chaque type de test et diplôme, je vais plutôt me concentrer sur les diplômes les plus importants pour vous, pour nous, et sur les nouveaux diplômes. Mais encore une fois, je laisserai une place aux questions, et c'est ce qui va, à mon sens, le plus compter. En Indonésie, notre objectif, plus de 2000 candidats au DELF cette année. Nous les passerons, et comme le disait M. Laurent Criquet tout à l'heure dans son discours d'ouverture, il faut que nous encouragions les étudiants à passer ces diplômes. Ce chiffre, au vu du nombre d'apprenants de français en Indonésie, pourrait être largement plus important. Pourquoi se certifier? Encore une fois, mon collègue Laurent Criquet l'a mentionné dans son discours, la France compte mettre en place un réseau plus large, et va le faire très très vite dans les mois qui viennent, d'antennes Campus France. On se certifie, on passe des diplômes pour étudier en France. C'est une réalité, mais est-ce que les étudiants savent comment procéder? Est-ce qu'ils savent précisément quelles sont les démarches et pourquoi je peux aller en France? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et ça va me coûter une fortune d'aller en France? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a des possibilités de bourse du côté indonésien comme du côté français, et la France travaille avec l'Indonésie là-dessus pour que son réseau d'information et d'orientation, donc représenté par Campus France, soit le plus large possible et présent dans d'autres villes qu'à Jakarta, pour que les étudiants puissent avoir davantage d'informations sur les possibilités d'études en France. C'est pour étudier en France que l'on se certifie. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Le monde de l'entreprise est un autre exemple. On se certifie pour candidater à un poste dans une entreprise, pas nécessairement une entreprise française basée en Indonésie, même si on en parlera rapidement tout à l'heure, il y en a beaucoup. Une entreprise indonésienne basée en Indonésie, mais avec des contacts avec la francophonie, avec la France, mais pas seulement la France, avec les pays francophones, appréciera d'avoir un locuteur en français. Bon, on parle beaucoup du niveau B2 comme passeport pour l'université française, c'est une réalité. Mais dans le monde de l'entreprise, le niveau A2, dans certains contextes, peut suffire. Mais un étudiant de français qui n'a pas ce diplôme, qui n'a pas la possibilité de prouver par un document qu'il a ce niveau A2, aura plus de difficultés. Cela dit, à niveau égal, deux candidats à un poste dans une entreprise française
qui va manier l'anglais majoritairement, très souvent, je le reconnais complètement. Et on ne va pas rentrer dans ce débat à nouveau, ce débat qui est très intéressant, mais effectivement l'anglais est très présent. Mais à diplôme égal, à compétence égale, à motivation égale, un candidat qui va maîtriser un peu le français, je dis un peu, ça peut suffire, comme je le disais, peut-être jusqu'au niveau A2, aura un grand avantage et ce sera une plus-value vis-à-vis d'un autre candidat qui ne manipule pas la langue. Donc le monde de l'entreprise, perspective très très importante et très intéressante. Et puis, bon, ne nous voilons pas la face, aujourd'hui il y a un marché des langues. Hein, cette question a été évoquée, sera probablement évoquée dans le courant de cette journée à nouveau. Il y a un réel marché des langues. Il faut défendre le français. On ne peut pas se reposer et se dire il avance assez bien, il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas à avancer. Il y a un réel marché des langues et pour les étudiants qui apprennent le français, avoir un diplôme, que ce soit en français, langue étrangère, générale ou en fausse, français sur objectif spécifique, c'est une réelle plus-value. Quand se certifier? Je dirais le plus tôt possible. Le fait de se certifier, le fait de passer un examen, c'est un réel vecteur de motivation pour les étudiants. On se fixe un objectif, on sait vers où on va. De plus en plus, le cadre européen en commun de référence, le CCR, est utilisé dans nos salles de classe. On parle des niveaux du cadre européen. Mais nos étudiants, s'ils ne sont pas stimulés par un objectif précis, présenter un examen, passer un examen, avoir un diplôme, leur motivation est plus fragile. C'est un réel facteur de motivation. Et notre collègue thaïlandais tout à l'heure disait très justement, parfois on a du mal à savoir quel est le niveau de nos étudiants. C'est vrai, on a de grands groupes, c'est pas toujours facile, on a beaucoup d'étudiants. On a du mal à identifier le niveau de nos étudiants, c'est une chose qui est très vraie. Les certifications sont un excellent outil pour avoir une idée concrète et précise du niveau de nos étudiants. Je souligne au passage que les diplômes du DELF et du DALF, dans leurs différentes variantes, sont des diplômes reconnus internationalement et valables à vie. C'est-à-dire que nos étudiants vont fournir un effort conséquent pour passer ces examens, mais une fois qu'ils l'auront, c'est pour toute la vie. Donc c'est pareil. J'aimerais passer quelques minutes sur le DELF dans sa version junior. On en entend parler. Vous en avez probablement toutes et tous entendu parler. Et si on regarde les chiffres, en Indonésie, finalement, on a peu de candidats pour cette certification. N'y a-t-il pas beaucoup d'étudiants de français dans les lycées en Indonésie? Si, il y en a énormément. Il y en a énormément. Pourquoi est-ce que ces étudiants-là ne passent pas plus le DELF junior? C'est peut-être tout simplement par manque d'information. Il faut savoir que le DELF junior a exactement la même reconnaissance que le DELF tout public. Exactement la même validité, sans limitation de durée, d'accord? C'est un diplôme valable à vie. Harmonisé sur le cadre européen commun de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un niveau A2, c'est le même niveau A2 que le niveau d'un adulte qui va passer le DELF. Ce n'est pas un diplôme bon marché, c'est un diplôme de qualité qui certifie un niveau de référence du cadre européen commun de référence. C'est-à-dire aussi qu'un lycéen qui va passer le DELF A2 au lycée va pouvoir passer ensuite à l'université le DELF B1 tout public. Il ne pourra plus passer le DELF junior, puisqu'il est à l'université. Il passera le DELF tout public. Ce ne sera pas un diplôme plus difficile. C'est simplement que les contenus du DELF junior sont basés sur des situations en accord avec les centres d'intérêt des candidats. On ne va pas passer un coup de téléphone à un ami pour l'inviter à un dîner. On va passer un coup de téléphone où on va envoyer un SMS à nos copains pour les inviter à une fête. D'accord ? Quelque chose de plus informel.
pour les inviter à aller au parc d'attractions, aller au cinéma. Les contenus, les situations sont différentes, et je ne rentrerai pas plus dans le détail maintenant, mais ce DELF junior correspond parfaitement aux besoins de nos étudiants dans les lycées. Alors, développons ce DELF junior en Indonésie, je vous en reparlerai tout à l'heure. Nous avons la possibilité de vous aider pour développer ces certifications. Les étudiants doivent savoir, les lycéens doivent savoir qu'ils ont la possibilité de passer ce diplôme en Indonésie. Il y a 2 sessions par an, nous faisons de la promotion, nous pouvons faire de la promotion et vous aider à en faire, et nous devons augmenter le nombre de candidats au DELF Junior, parce qu'il y a un réel potentiel, et c'est nous, vous, les universitaires, qui ensuite en trouveront concrètement, ils trouveront concrètement des bénéfices, puisque ces étudiants viendront dans les universités, ils seront déjà diplômés, ils auront déjà eu une expérience d'un examen de langue étrangère. La naissance de nouveaux diplômes. Un nouveau diplôme a été créé en 2009, il s'appelle le DELF Pro. Intéressant, le DELF Pro. Quelqu'un en a déjà entendu parler? Non? Jamais? Je vais vous en parler assez rapidement, et vous pourrez ensuite poser les questions si besoin. Le DELF Pro, c'est un diplôme, c'est un DELF dans sa version professionnelle, orienté sur des compétences transversales. Professionnel ici ne veut pas dire de spécialité. Ce n'est pas un diplôme pour l'hôtellerie ou la restauration ou pour le droit, par exemple. J'en parlerai après. C'est un diplôme de français à visée professionnelle, ouvert à tous, principalement destiné à des candidats, à des étudiants qui ont un objectif de travail dans une entreprise française, mais pas uniquement. Ça peut être un projet aussi personnel de se dire que je vais passer le DELF Pro pour voir comment il fonctionne. Et de se dire, voilà, j'aurai un diplôme de français professionnel, je vais passer le A2 du DELF Pro, je pourrai ensuite passer le B1 de niveau général du DELF, classique, tout public. C'est aussi pour des gens qui sont déjà dans une entreprise où le français est utile et qui veulent se former en continu et donc passer une certification en lien avec leur contexte professionnel. Et quand je dis contexte professionnel, c'est large, c'est-à-dire que nous avons affaire dans ce diplôme, dans cet examen-là, à des documents de ce type, avec par exemple pour un B1, production orale, vous avez un rendez-vous avec un collègue, vous arrivez avec plus d'1 heure de retard, raison de matchette par exemple. Votre collègue semble énervé, vous essayez de le calmer en lui expliquant les raisons. Un autre sujet, commande. Vous avez commandé du matériel chez un fournisseur, malheureusement il y a un problème, etc. etc. Situation professionnelle. Ce n'est pas une situation liée à un domaine bien précis, c'est propre à toute entreprise. Compréhension de l'oral, ça c'est pour le niveau A1. Pour travailler les chiffres, on va avoir une carte bancaire, on va avoir une facture, un calendrier, un ticket de caisse, une carte d'identité, d'accord, des documents propres principalement au monde de l'entreprise. En production écrite, votre direction a proposé de consulter le personnel sur la mise en place de la modulation du temps de travail, horaire adaptable en fonction du carnet de commandes et des besoins individuels de chaque salarié. En tant que délégué du personnel, vous avez organisé une réunion avec l'ensemble des salariés, etc., etc. Bon, là, vous avez remarqué, c'est du niveau... C'est quel niveau, ça, selon vous? Ça, c'est B2. Hein, c'est du niveau B2. D'accord? J'ai pris des exemples de chaque niveau. C'est du niveau avancé, en contexte professionnel. D'accord? Donc, en fonction des niveaux, le contexte change. Pour le DELF Pro A1, on est dans un environnement, un nouvel environnement professionnel. On découvre un environnement de travail. DELF Pro A2, on parle concrètement d'activité professionnelle. On met le candidat et l'étudiant en situation professionnelle. DELF Pro B1, des tâches professionnelles. D'accord? Il est amené à réaliser des tâches avec des collaborateurs, des situations de communication concrètes sont proposées à l'étudiant, gérer une réunion de travail par exemple. DELF Pro B2, coordonner des projets professionnels. Comment monter un projet professionnel en français et gérer des situations plus complexes. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vous connaissez le niveau B2 du cadre européen. Imaginez-le en contexte
professionnelle. Ces informations figurent sur la page internet du CIEP, le Centre international d'études pédagogiques qui conçoit ces diplômes, www.ciep.fr, et vous verrez toutes les variantes du DELF. Celle-ci en est un exemple. Passons à présent au diplôme de la CCIP, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le certificat de français professionnel, le certificat de français juridique et le certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie. On parlait tout à l'heure de carrefourisation à Makassar. C'est pas seulement à Makassar d'ailleurs, c'est un fait, c'est réel, effectivement. Comment postuler dans une grande chaîne d'hôtels en Indonésie si l'on n'a pas la possibilité de prouver par un diplôme que l'on maîtrise la langue de spécialité? D'accord? On peut le faire, il doit y avoir des exceptions, mais n'est-ce pas un plus de pouvoir montrer qu'on a le CFTH? Alors je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails puisque nous n'avons pas le temps, mais l'ambassade de France en Indonésie a des projets très intéressants et très complets et attend aussi les projets des alliances françaises, des centres culturels et des universités sur la professionnalisation. Nous allons mettre en place des projets de formation, de professionnalisation des acteurs dans les mois et les années qui viennent. M. Laurent Triquet en a parlé dans son discours d'introduction. Professionnalisation, c'est une excellente chose et c'est un but que l'on se fixe. Qu'est-ce que ça veut dire professionnalisation? Ça veut dire qu'on va passer par l'enseignement du français à visée professionnelle. On ne va pas passer seulement par l'enseignement du français. Si on enseigne, ça va être aussi pour proposer des diplômes. D'accord? Donc je vous lance là des pistes pour vous dire que les certifications peuvent se développer. Nous pouvons vous en donner les moyens. Il faut jouer le jeu de la promotion de ces certifications pour qu'elles se développent encore davantage en Indonésie, qu'elles soient à visée générale ou à visée professionnelle. Bon, quelques exemples, il y en a plein d'autres en Indonésie, des entreprises françaises. Allez voir AXA, allez voir L'Oréal, BNP avec un diplôme de français spécifique ou même un DELF ou un résultat positif au TCF, c'est une clé d'entrée dans cette maison, dans cet univers, dans cette entreprise. C'est clair. Quelles sont les perspectives de développement de centres d'examen en Indonésie? Je vais parler des centres d'examen et des centres de passation. Comme le mentionnait mon collègue M. Criquet, le Bureau national du DELF et du DALF en Indonésie est dans une dynamique d'élargissement de son réseau de centres d'examen en Indonésie. Les ouvertures de centres de passation d'examen sont tout à fait envisageables et pourront et devront, j'oserais presque dire, être mises en place. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un premier temps, il y ait un travail de diagnostic qui soit fait dans vos universités, dans vos établissements. Quel est le potentiel de développement des certifications dans vos établissements? Certains étudiants passent déjà le DELF. Dans certaines universités, j'ai appris tout à l'heure, j'ai eu une discussion très intéressante avec notre collègue d'Unimed, j'ai appris qu'à l'Unimed, le DELF était obligatoire pour les étudiants de la section française. C'est le cas aussi de l'UNPAD, si je ne m'abuse. C'est intéressant de savoir ça. Ça veut dire qu'il y a réellement un cadre qui est fixé, des objectifs, des lignes claires qui sont fixées. Nos étudiants apprennent le français, apprennent la culture française. Ils ont un amour pour la langue française et la notion de plaisir est très importante, bien évidemment. Et heureusement que les étudiants indonésiens apprennent le français avec plaisir, bien sûr. Mais pourquoi ne pas fixer un objectif plus précis et plus constructif de proposer aux étudiants une certification? Ça ne veut pas dire qu'il faut imposer à tous les étudiants la certification B2 à tel moment de leur cursus. Une certification ne peut pas s'imposer, un niveau ne peut pas s'imposer. D'accord? Il y a un processus d'apprentissage, tout comme il y a un processus d'enseignement. Nos collègues professeurs le savent très bien.